que réagir et faire face au terrorisme dans les pays où cette opération a réussi se fonde sur les constitutions de ces pays-là. La constitution est aujourd'hui Monsieur, on est en plein débat. Oui, monsieur. Monsieur, on essaie juste d'avoir un débat tranquillement, monsieur. Je disais donc que probablement c'est pas du côté de la Constitution en tant que texte juridique qu'il faut regarder. Mais je crois que, pour ma part, en tous les cas, je regarde la Constitution tunisienne comme fait politique. C'est-à-dire le processus qui a abouti à cette Constitution, qui est indiscutablement et qui a été un processus consensuel, civique, civil et démocratique. Peu importe les articles que comporte cette Constitution, le fait que le résultat des élections de 2011 a donné une carte politique qui laissait attendre une constitution d'un certain type, et qu'au résultat, à l'arrivée en 2014, on ait eu une constitution consensuelle qui pose les fondements techniques d'une démocratie, mais surtout qui garantit les droits fondamentaux, ce qu'aucune constitution de pays arabes ne garantit. Je pense notamment à la liberté de conscience. De consolider dans ce texte constitutionnel l'égalité homme-femme de manière indiscutable et indiscutée, et pas une égalité devant la loi, mais une égalité par la loi. D'inscrire dans le marbre constitutionnel, la parité dans toutes les instances élues du pays. Et tout ça fait que c'est pas le côté juridique qui m'intéresse, mais c'est l'avènement d'un texte politique, d'un contrat social. Le texte a été voté à plus de 200 députés, alors qu'on sait que l'Assemblée était composée de l'extrême droite à l'extrême gauche, et tout le monde s'y est retrouvé. C'est là les ingrédients d'un vrai contrat social. Le texte, à titre technique, je ne le trouve pas aussi parfait que cela, et ça n'existe pas d'ailleurs de très bons textes juridiques. Parce qu'on a peu souvent l'aspect en fait un peu, pas négatif, mais du moins les réserves qu'on peut avoir sur ce texte. Non, les Tunisiens ont exercé une pression extraordinaire et salutaire sur l'Assemblée constituante, mais la pression a porté uniquement sur le chapitre des principes fondamentaux et les droits et libertés. Pas du tout ce qu'on appelle le reste, c'est-à-dire la plomberie, les côtés, les rapports entre le pouvoir, etc. Et d'ailleurs, on a vu tout juste après les élections législatives de 2014, les problèmes que posait le chapitre technique de la Constitution. Mais ce n'est pas important, et à titre personnel, je ne m'en inquiète pas. Mais par contre, ce dont je me félicite, c'est que c'est un texte autour duquel aujourd'hui il y a un consensus qui fonde le vivre en commun. Aujourd'hui, tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec le contenu hautement civil de cette Constitution, aujourd'hui veulent être dans la photo, veulent être dans le succès de cette Constitution, et je crois que tout le monde s'est pris par ce processus et veut aujourd'hui se réclamer de ce résultat consensuel, et aujourd'hui saluer comme vous l'avez souligné. Il y a un article qui est passé sous silence par les commentateurs, y compris internationaux, et je ne vous cache pas, je me suis un peu posé la question pourquoi. C'est que la Tunisie a fait le choix de rester dans la continuité constitutionnelle, même si elle l'a écrite après une révolution, c'est de garder l'article 1er de la Constitution, celui qui dit que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa religion est l'islam, et sa langue officielle étant l'arabe, son régime étant la République. Cet article a été sciemment maintenu. Et c'est là le compromis historique entre ceux qui voulaient rajouter dans l'article 1er une islamité, ou ceux qui voulaient détricoter la simple référence à l'islam dans l'ancien Occident. Et c'est un compromis entre des forces politiques où aucune n'a pu avoir
la main haute et écrire le texte qu'elle veut. Mais par contre, ce que les Tunisiens ont pu écrire dans leur constitution tout juste après, et de facto, c'est le premier article écrit par l'Assemblée élue, c'est l'article 2 qui dit que la Tunisie est une république civile. Et le caractère civil de l'État tunisien déteint sur l'ensemble de la Constitution, et à mes yeux, même sur l'article 1er, qui ne peut vouloir dire autre chose qu'un constat révérentiel, mais constat quand même, du fait que la majorité des Tunisiens sont de religion et de confession musulmane. Il n'y a pas de déduction institutionnelle, encore moins juridique, à tirer de ce texte. Et je crois que c'est l'édifice le plus important apporté par les Tunisiens de 2011 à 2014 dans leur long processus évoqué par M. le ministre tout à l'heure, la longue tradition qui, pour ne pas revenir à la Constitution de Carthage, mais revenons à la première moitié du 19e siècle, c'est le pays qui, en premier dans le monde arabe, a aboli l'esclavage, le premier qui s'est doté d'une déclaration de droit, nous sommes en 1857, le premier qui s'est doté d'une constitution, le premier à avoir formé des partis politiques modernes, des syndicats ouvriers modernes, jusqu'aux journaux officiels, etc., etc. Et donc, cette singularité qui n'est pas forcément un modèle, moi je ne crois pas au modèle, moi je crois que la Tunisie forme aujourd'hui aux yeux du monde une sorte de situation particulière, d'unicum spécimen, on dit en latin. Il n'est pas dit qu'il soit transposable, et d'ailleurs il me paraît difficilement transposable dans d'autres pays. La preuve, c'est que lorsque d'autres pays appartenant à la région ont levé les mêmes slogans que la Tunisie, cela a donné des résultats différents que vous voyez. Et donc, ce dont je me félicite, ce n'est pas tellement le texte dans son aspect juridique, mais le moment politique de transcendance, mais cette fois-ci une transcendance civile et civique. Merci beaucoup.